Est-ce que ce n'est pas finalement une solution entre guillemets de facilité un peu cosmétique, de végétalisation dans des villes qui sont réussies et pas juste, je vais un peu grossir le trait, poser des ruches sur le toit de l'opéra et dire oh là là, c'est bon, on respecte la nature, quoi. Peut-être que c'est un ajout à faire, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement la végétatisation des villes qui va nous sauver. Moi, j'y crois pas vraiment. Pour moi, c'est vraiment du greenwashing. C'est vraiment un peu comme le projet de MBS, que la ligne, The Line, qui est clairement du greenwashing. Bonsoir, donc bienvenue à cet Afterwork, le dernier. Là, nous allons parler d'architecture, plus précisément. Donc le titre était un petit peu ronflant, puisque nous allons parler de repenser la ville du futur. Mais vous allez voir qu'on va prendre un contre-pied de ce que l'on peut constater dans le média, avec des projets un peu parfois mirobolants, irréalistes et surtout en complet décalage avec les réalités que l'on connaît tous avec le changement climatique. Petit contexte déjà, sachez qu'en 2050, selon les estimations, il y aura 70 à 80% de la population mondiale qui va vivre dans les villes. Et donc, face à l'urbanisation croissante, il y a de nombreuses idées, comme je l'évoquais, plus ou moins réalistes, qui sont évoquées dans les médias afin d'adapter les villes face à ce fameux changement climatique. On nous parle d'immeubles à ferme verticale, de transports supersoniques, d'usines à captation de CO2 dans les airs. Et il est parfois difficile de se projeter et de jauger si telle ou telle proposition sont du domaine du fantasme ou bien de la réalité. Pour parler de tout cela, nous allons tout d'abord accueillir Florian Bourg, qui est architecte. Du coup, je vais faire un espèce de petit retour en arrière sur mon projet de fin d'études au bout des 5 ans dans cette école d'architecture La Cambre à Bruxelles. Eh bien écoute, je te propose de te laisser la main pour nous présenter à travers divers projets et les quelques concepts que j'ai évoqués ton témoignage. Mon projet de fin d'études, PFE, s'est matérialisé de la sorte, c'est-à-dire que je suis parti dans une décharge, dans une déchetterie. J'ai récupéré le maximum de matériaux, des morceaux de bois, des morceaux de planches, des chaises, et j'ai décidé de répondre à la question de un sol pour tous. Donc voilà, je voulais introduire un peu cette présentation avec ça, en m'implantant dans un endroit qui est à la frontière, à la lisière entre deux quartiers qui sont complètement différents. Un quartier qui est très aisé et un quartier qui est plus populaire, donc entre Ixelles, si vous connaissez un peu Bruxelles, et le quartier européen. Et c'est un escalier qui sépare les deux. Je me suis implanté là, tout en y vivant. J'ai vécu pendant 3 semaines et j'ai étudié le comportement des gens. Je posais des questions aux gens. Et voilà, je me suis transformé un peu en anthropologue. Aujourd'hui, on en est à un chiffre clé qui est de 8 milliards d'habitants. On a dépassé les 8 milliards d'habitants il y a quelques semaines. Et on peut se poser la question de comment est-ce qu'on va faire pour vivre ensemble sur cette planète où il y a de moins en moins de place, où le rêve c'est de plus en plus des pavillons de banlieue qu'on nous glisse dans nos boîtes aux lettres par des constructeurs pour vivre les uns sur les autres et avoir son petit coin de paradis. Moi, j'y crois pas forcément, parce que si on développe une ville, si on développe des lotissements de ce principe-là, on va faire une ville qui est développée horizontalement, et j'y crois pas trop, parce que une ville développée plus horizontalement, ça veut dire moins de culture, ça veut dire plus d'infrastructures à créer pour rejoindre les villes, les centres périurbains. On se pose la question de est-ce que c'est un but à atteindre encore aujourd'hui. Le GHI, c'est un projet au Grand Parc à Bordeaux qui a été rénové plutôt par Lacaton et Vassal. Lacaton et Vassal, ce sont 2 architectes qui ont eu le prix Pritzker il y a 2 ans. Et ils ont eu le prix Mies van der Rohe, donc c'est le César de la plus belle architecture, avec cette rénovation du GHI où en fait leur parti pris, c'était au lieu de détruire pour reconstruire,
Ils ont juste rénové. Donc c'était un chantier habité, c'est-à-dire que les gens sont restés à l'intérieur pendant qu'ils rénovaient. Donc la partie à gauche c'est avant, la partie à droite c'est après. Et simplement ils ont proposé ce qu'on appelle en architecture un jardin d'hiver, donc un gain d'espace de 35 mètres carrés, donc un espace des possibles, qui peut être un jardin d'hiver, qui peut être un salon, qui peut être une cuisine d'été, qui peut être imaginé par tout le monde. Je voulais mettre cette image pour parler du collectif, parce que le collectif c'est faire ensemble, penser ensemble, réfléchir ensemble, voir la ville ensemble. Un autre exemple, c'est le participatif. Du coup, le participatif, c'est un exemple de logement qui a été fait à Bègles en 2012. C'est le premier projet participatif de Gironde. Ce sont des habitants qui se sont mis ensemble, qui ont co-construit leur architecture, fait de paille, de bois et de briques de terre. Ils ont travaillé ensemble, ils ont mis les enduits ensemble, ils ont monté les bottes de paille ensemble. Peut-être que ça vous fait penser à quelque chose. Moi, ça me fait fort penser aux 3 petits cochons. Donc, je vous ai parlé du collectif, du participatif. Et il y a un dernier mot en if. C'est l'évolutif. Donc l'évolutif, ça c'est un autre exemple de logement, toujours à Bordeaux. Je suis désolé, je suis un peu auto-centré sur Bordeaux. C'est un projet de l'atelier provisoire dans lequel j'ai eu la chance de vivre. Donc c'est des logements sociaux où c'est une structure en béton et après à l'intérieur on vient mettre des cloisons en bois. Pourquoi évolutif ? Parce que on a un loft de 81 mètres carrés, donc un plateau libre de 81 mètres carrés. Et après, en fonction de l'habitant, on vient mettre des cloisons en bois. Donc il y a une entreprise de menuisier qui est mandatée et qui peut passer 2 fois par an en fonction de l'évolution de la famille. Donc s'il y a un bébé qui naît, il y a des jumeaux qui naissent, il y a la grand-mère qui vient vivre au sein du logement. Donc ça va du loft de 81 mètres carrés au T4. Et pour moi, c'est un bel exemple de ce qui pourrait se faire par la suite. C'est-à-dire qu'au lieu de détruire pour reconstruire, on pourrait juste en fait faire des logements évolutifs et qui s'adaptent à la famille, qui s'adaptent à nous. Là, c'est un exemple de chantier ouvert que j'ai eu l'occasion de faire dans mes expériences en architecture. Fait avec cet internat à Rouillé. Donc c'est un internat des apprentis qui a été fait du coup en mob, mur ossature bois avec des bottes de paille. Ils ont mis eux-mêmes la main à la paille pour monter leur internat. Donc juste en face du lycée agricole à Rouillé. Et il s'avère qu'en même temps que cet internat, il y a un nouveau label qui est né, qui s'appelle le label E+, C-, donc énergie positive, empreinte carbone négative. Et en France, pour l'instant, ce bâtiment a atteint le maximum du label, c'est-à dire E4, C2. Donc, ce qui veut dire qu'il est autosuffisant, il produit sa propre énergie grâce à des puits climatiques, grâce à des éoliennes, grâce à sa grosse épaisseur, grâce aux pailles, aux bottes de paille, et il y a aussi des panneaux solaires. Bref, pour moi, c'est un bel exemple d'architecture de demain. Je voulais parler d'une référence que j'ai en tête, moi, depuis que j'ai quitté les bancs de l'école. C'est Lux Scuton, qui est un architecte belge, qui a très vite arrêté, en fait, de faire de l'architecture et qui s'est concentré sur des romans graphiques et des bandes dessinées, où il imagine justement la ville de demain. La ville de demain faite d'architecture, d'arbres, de biomimétisme, et de commun, tout simplement, d'essayer de faire avec les matériaux qu'on a sous les pieds plutôt que d'aller chercher à l'autre bout de la planète. J'aimerais terminer avec Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette planche de BD,
Pour moi, il y a tout ce qui devrait être la ville de demain. Pour moi, Gaston Lagaffe, c'est agir avec l'idée de tenter d'introduire de la liberté en ville. C'est théoriser par son action, être tout le temps en train de faire, être producteur de liens sociaux, donc une bourgeoise, un déménageur, brasser une société hétéroclite. Ils font tous un jeu dans cette BD et font société. On a quelque chose de deux bords. Créer un imprévu dans le jeu social, où tout est réglé, inventer des dispositifs de distinction qui permettent aux individus de se lier. Et Gaston, on peut le dire, c'est pas un révolutionnaire, ou c'est peut-être un révolutionnaire étourdi dans cette planche. Il n'a pas voulu cela, toutefois il crée des situations. Donc c'est sûrement ça, repenser la ville de demain, créer des situations. Merci beaucoup. Est-ce que ce n'est pas finalement une solution entre guillemets de facilité un peu cosmétique, ou est-ce qu'il y a eu des exemples concrets, toi peut-être que tu connais, de végétalisation dans des villes qui sont réussies et pas juste, je vais un peu grossir le trait, poser des ruches sur le toit de l'Opéra et dire oh là là, c'est bon, on respecte la nature, quoi. Moi, j'y crois pas vraiment. Pour moi, c'est vraiment du greenwashing. C'est vraiment un peu comme le projet de MBS, que la ligne, The Line, qui est clairement du greenwashing. Ou peut-être c'est une composante seule qui ne marche pas et qui pourrait marcher avec d'autres choses. Oui, peut-être que c'est un ajout à faire, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement la végétatisation des villes qui va nous sauver. Il y a le maire, il y a les bailleurs sociaux. Quelles sont vos actions pour les sensibiliser, pour les accompagner à justement peut-être développer ce type d'habitat qui instruisent un peu plus et mettent plus l'usager au centre de la décision et éviter le tout béton? Mon action, c'est justement cet espace de transmission. Moi, je vote pour ça, pour essayer de faire une horizontalité entre les pouvoirs publics, entre ceux qui font, entre les constructeurs, entre les promoteurs, et surtout entre ceux qui sont le plus concernés, les habitants, en fait. Je me permets peut-être d'abonder un peu sur la question, mais est-ce que tu as déjà été confronté justement à des personnes représentantes des pouvoirs publics? Qu'est-ce qu'elles en pensent en fait quand tu parles de j'allais dire concept, mais non, parce que c'est des choses qui sont déjà appliquées, c'est des concepts aussi, mais est-ce que c'est reçu avec mépris? Est-ce que c'est reçu avec intérêt? Est-ce qu'il y a de l'action derrière de leur part ou pas du tout? Par rapport à tes exemples, je tiens à faire un petit disclaimer, là on parle d'expérience personnelle, on ne généralise pas bien sûr. Non, en termes d'expérience personnelle, ça dépend toujours. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est un peu la politique, quoi. Ça dépend du parti politique, ça dépend de si tu t'adresses à quelqu'un qui est plus à droite ou plus à gauche. Et aussi, oui, à la volonté du maire ou de la mairesse. Donc pour l'instant, on est toujours sur du cas par cas, quelque part, sur l'application de ces méthodes-là. Ouais. Bah, écoute, Florian Bourg, merci beaucoup en tout cas. Je te laisse t'installer juste devant, qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît. Merci à toi. Merci. Et tout de suite, on va enchaîner avec nos autres invités. Vous pouvez commencer à venir sur le plateau. Il s'agit de Tom et Tony. Je vais encore dire le mot lauréat, même si je ne sais pas ça, mais lauréat du projet Europan, qu'on peut applaudir aussi, s'il vous plaît. Il n'y a que nous deux sur scène, mais en fait on est un collectif qui s'est formé donc à partir de connaissances qu'on a, qu'on s'est tous rencontrés à l'école de Clermont en fait, et tous en fait finalement par le biais de Tony. Et donc on a bien sympathisé, on partageait suffisamment de valeurs en fait pour se dire qu'on pouvait répondre. Et vu que Léo et moi-même sommes de Limoges et que Limoges avait été proposé comme site Europan, on s'est dit banco, on va le tenter. Donc voilà le collectif Itera qui est au 2/5 ici présent ce soir. Mais c'est le nom de votre collectif spécialement pour le projet, du coup, c'est ça? Exactement, okay. Et potentiellement pour les suivants. D'autres aussi, pour la suite, ouais, bien sûr. On va rapidement présenter le projet Europan parce que c'est bien connu au sein de la profession, mais pas forcément en dehors. Alors c'est un concours, comme c'est écrit, c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans depuis 40 ans, mais avec le temps qui est passé, c'est devenu l'Europan, et l'Europan c'est plutôt un concours d'urbanisme. Une fois qu'on est inscrit, on reçoit justement un site. Ce site, il a été ciblé
par la mairie, mais aussi regardé par le comité d'experts, parce que chaque ville a un comité d'experts dédié par le concours. Et au sein d'un site, ils vont identifier un grand site large. Ici, c'était le quartier des Sœurs de la Rivière. Le site global, on l'a revu ce matin, il faisait 96 hectares. Et au sein de ce site, ils définissent des zones d'intensité forte. La trame de fond de ce projet Europan, c'était comment reconnecter la ville, le centre urbain, à un bien commun qu'est la vallée de la Vienne, qui a quand même des qualités paysagères indéniables, et que les Limougeaux commencent tout juste à se réapproprier depuis 5-6 ans, enfin depuis que les berges ont été réaménagées. Mais en fait, on aimerait quand même que la place le long de ces berges soit plus réservée au stationnement des voitures, enfin qu'il puisse y avoir plus d'aménagement, que les gens puissent être incités en fait à descendre naturellement à pied depuis le centre jusqu'en bas. Et pour ça, en fait, il faut qu'il se passe des choses sur le trajet. Donc en fait, on a eu un peu l'idée de prolonger en fait cette structure de vide et en fait de fonder notre projet là-dessus. Parce que le vide, c'est vite quelque chose ça peut vite passer pour quelque chose de résiduel en ville. Quelque chose qui est gratuit aussi. Si on parle à un aménageur, l'espace public en fait c'est gratuit. Ça coûte plus cher en fait. Ça rapporte rien directement. C'est pas un foncier sur lequel entre guillemets on peut spéculer. Mais alors qu'en fait ça qualifie tout ce qui se passe autour. C'est ça qui qualifie les édifices. C'est ça qui va faire en fait que le quartier va être attirant, que les gens vont pouvoir l'investir et qu'ils vont avoir envie de vivre là en fait tout simplement. Le but d'un dessin dans Europan, c'est avant tout de mener une réflexion. C'est-à-dire que ce que vient de vous expliquer Tom, c'est les constats qu'on fait, les enjeux qu'on identifie sur un site. Et après, la réponse qu'on fait, c'est une hypothèse de la mise en place de réponses sur ces enjeux. Mais bien sûr que, comme beaucoup de projets d'urbanisme, et particulièrement dans Europan, c'est ouvert à la discussion en fait. C'est juste une manière de montrer comment on pourrait appliquer un précepte. Donc je vois que ce qui est surligné en jaune, il y a des axes les parcours routiers. piétons. Là, c'est les parcours piétons existants. C'est ceux que pour nous on devrait mettre en valeur en fait. D'accord. Et ça peut être des actions très minimes, c'est-à-dire que pacifier la rue du Pont Saint-Martial. Ça peut passer par des choses très basiques, on le voit dans d'autres villes, dans d'autres réparations. Par exemple, mettre tout au même niveau sur une rue, c'est-à-dire paradoxalement enlever les trottoirs, créer une unité du sol. Et ben ça a plutôt pour effet de pacifier les rues, que là où on a un trottoir, une mise à distance, forcément les automobiles roulent plus vite. Ils peuvent foncer, ils sont dans leur clou. D'accord. Voilà. Des nudges, quoi. On manipule un peu l'espace pour inciter les gens inconsciemment à se réapproprier l'espace. L'espèce d'idée qu'on a derrière de ce projet, c'est l'idée que une ville qui fonctionne, c'est une ville qui a un certain degré d'intensité. De densité aussi, mais qui dit densité, on peut penser à concentration ou promiscuité, en fait, des personnes trop proches les unes des autres. Pas nécessairement, en fait. La question, c'est comment créer sur un transect, donc là celui de la rue du Pont Saint-Martial, plusieurs centralités qui vont faire revivre ce quartier et en fait essayer d'endiguer un phénomène qui est celui de la fuite des ménages en périphérie. Dans les premières et deuxièmes couronnes en fait du schéma de cohérence territoriale de Limoges, en fait on a observé qu'il y avait énormément de jeunes ménages en fait qui allaient se déplacer là-bas, s'installer là-bas parce que le foncier était plus disponible et parce que la ville est moins attractive. Il y a plus de voitures en ville. Donc en fait les gens veulent pas laisser sortir leurs enfants, donc du coup ils se disent on va aller s'installer en périphérie. Et alors du coup vu qu'ils vont s'installer en périphérie, mais ils travaillent en ville et leurs lieux là où ils vont faire leurs courses, les lieux de culture sont en ville, donc du coup ils viennent en voiture, donc du coup il y a plus de voitures qui viennent en ville, donc du coup la ville est de moins en moins hospitalière. Donc en fait il y a une espèce de fuite en avant un peu dans ce genre de processus qui fait que aussi quand on développe un urbanisme autour de la voiture, on dilue complètement en fait l'intensité urbaine. C'est-à-dire que vu que faire 2 km en voiture, ça se fait en même pas 2 minutes, s'il se passe rien sur ces 2 km et on s'en fout. On est rentré dans la voiture, on en est sorti, on est à notre point d'atterrissage, donc la qualité urbaine qu'il y avait entre, on s'en est même pas rendu compte. Une des recommandations, c'est d'essayer de voir comment on peut rééquilibrer des fois à l'échelle urbaine des usages qui peuvent être déplacés à proximité en fait.
Après, oui, voilà, il y a aussi la question de se dire que le réflexe doit pas constamment être de bâtir, et que si on veut parler alors on parlait tout à l'heure de ville verte. Moi, je suis pas du tout. Vous avez posé cette question à Florent tout à l'heure. Je suis pas du tout convaincu de la végétation sur des immeubles, par exemple. Enfin, une plante, c'est fait pour pousser dans la terre et pas sur 30 mètres de béton et de verre. En fait, littéralement, ça marche pas. Au bout de 10 ans, elle crève. Dans un pot de fleurs, en fait, littéralement. Et au bout de 10 ans, la décennale de l'architecte est finie. Donc, du coup, il s'en fout. En fait, c'est greenwashing, clairement. Mais le sol, par contre, la question de l'imperméabilisation des sols, c'est un gros sujet. Il y a eu des gros problèmes d'inondation en Allemagne et en Belgique ces dernières années, notamment parce qu'ils avaient surimperméabilisé des fonds de vallée et qu'ils n'avaient pas réfléchi à la porosité. Un sol, en fait, quand il est imperméabilisé, il meurt, en fait, littéralement. Il n'y a plus de lombriques qui vont dedans. En fait, il y a tout un biotope qui disparaît. Et quand on le désimperméabilise, du coup, quand on le laisse l'eau pénétrer, tout simplement, il n'y a pas besoin de gérer les ruissellements, l'écoulement. Et ça rend vivant, en fait, la surface d'une ville. Littéralement, ça permet à la nature de revenir. Et si vous voulez voir le projet plus en détail, en fait, tous les documents et les textes explicatifs, ils sont disponibles sur le site d'Europe en France. Alors aujourd'hui, il était down, mais je pense que c'est temporaire. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, voilà, c'est accessible, c'est public. Tom et Tony, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'était pour savoir s'il y avait finalement concrètement des budgets à respecter, des deadlines à respecter, quels sont vos potentiels vraiment dans le réel sur ce projet. Nous, littéralement, à 5 jeunes architectes, on est incapable en 5 mois de travail de chiffrer une opération grande comme ça, en fait. Il faudrait très très gros bureaux d'architecture pour chiffrer ça en aussi peu de temps. Et en fait, c'est vraiment plus une matière à réflexion. En fait, c'est un premier jet, une première proposition qui est faite pour dire, voyez, en fait, votre quartier, il pourrait s'augurer comme ça dans un scénario un peu plus optimiste et un peu plus probable. En fait. Et si une mairie est séduite par la globalité ou une partie du projet, est-ce que dans le deal, elle est obligée de vous faire bosser, ou en fait le contenu que vous proposez est en quelque sorte en licence libre? Ce qui est souvent garanti aux équipes qui sont lauréates Europan et auxquelles la mairie donne des suites, c'est souvent la réalisation des sols. Donc en fait des rues, des espaces publics, des places. C'est souvent la partie de maîtrise d'œuvre concrète qui est laissée à ces équipes d'architectes-là. Après, si mettons, on parle d'exemples de programmes architecturaux précis, comme en bas on a une espèce d'AMAP régional, on a une espèce de salle de spectacle, enfin une espèce de petit pôle culturel, mettons ces programmes-là, si jamais la mairie veut vraiment les réaliser, il y a de très fortes chances pour qu'elle doive faire un vrai appel d'offres cette fois-ci. Parce que j'imagine qu'il y a des obligations légales aussi derrière qui prennent le dessus, quoi. Enfin, je pense. De marché. Je peux pas te l'assurer. Bien sûr. Et après, ça arrive qu'une équipe gagne en Europan, il y ait des suites et qu'elle concourt elle-même sur des lots, des programmes. En fait. Oui. Par contre, à aucun moment ils sont privilégiés. Voilà, parce qu'il y a des règles quand même de marché public. Qu'est-ce qui, dans ce projet, vous a fait gagner le concours Europan ? Ils estiment qu'on a analysé très finement le site, et c'est, je pense, dû au fait qu'on avait des gens qui connaissaient bien Limoges, qu'on est allé travailler sur le site, parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui font de l'urbanisme sur Google Earth. C'est pas notre cas. Le fait de comprendre la pente aussi, il y a pas mal de groupes qui sont quand même passés à côté, sûrement à cause de l'urbanisme Google Earth, du fait que c'est un site avec une topographie, des murs de soutènement, et du coup ça génère des vues, ça implique beaucoup de choses. Donc ça, ils l'ont mis en valeur. Donc, analyse fine et d'utiliser l'implantation de certaines architectures comme un prétexte de franchissement, en fait, notamment de la pente. Et dire que c'est pas juste des plateaux séparés les uns des autres, donc ça impliquait aussi une connaissance, le fait d'avoir arpenté le site en fait. Alors, quel est le matériau le plus utilisé sur Terre pour la construction? A, la brique, B, le béton, C, le bois, D, la pâte à modeler. Sans surprise, c'est le béton, hein, voilà, donc je vous ai vraiment dit que c'était un quiz vraiment à la con, je suis désolé, j'ai un peu honte. Allez, on continue. Si l'industrie du ciment était un pays, à quelle place serait-elle sur le podium des plus pollueurs des pays? Première, deuxième, troisième ou Lafarge en Syrie? Allez, réponse. Troisième. Bravo. Pas deuxième, mais bien troisième. On continue encore, je crois qu'il n'en reste que deux. Quel est le premier grand théoricien de l'urbanisme moderne en Occident? On va voir les gars. On va changer de niveau tout à coup. Georges Eugène Haussmann,
Alexandre Chemetov, Sir Ebenezer Howard ou Vincent Léonie? Allez, la réponse. Et oui, Ebenezer Howard, un architecte anglais. Vrai ou faux? Dans leurs études, les architectes, j'ai fait une faute, doivent passer une épreuve sur le jeu SimCity pour valider leur diplôme. Oh là là. Qui vote vrai? Yes, merci. Oui, le oh là là marche toujours. Qui vote faux? Voilà, bon, c'était pour la blague, pour terminer, évidemment, c'est faux. En tout cas, merci encore. Vous retrouvez le podcast d'ici quelques jours sur bobfm.org et restez curieux. Ciao, ciao.